Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie. Ce soir, Question d'actu vous propose un débat sur la relance de l'agriculture en Algérie. Ce secteur qui est loin de son vrai potentiel a connu ces dernières années une croissance considérable à la faveur des différents programmes mis en place par les pouvoirs publics. À titre d'exemple, en 2016, la production agricole a représenté près de 3 000 milliards de dinars contre près de 360 milliards de dinars en 2000, une hausse qui a contribué à l'augmentation de la part du secteur agricole dans le produit intérieur brut pour se classer à la 3e place après les hydrocarbures et le commerce. Alors, si beaucoup de choses ont été faites, beaucoup reste à faire, me diriez-vous, pour garantir à l'agriculture la place qui lui est sciée dans le PIB tiré principalement par les hydrocarbures. Pour en parler, ce soir, nous recevons professeur Cherif Omari. Vous êtes directeur de la régulation et du développement de la production agricole. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À vos côtés, monsieur Msaoud Gemmari, vous êtes président de la Chambre de l'agriculture de la wilaya de Biskra. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous aussi. Également avec nous, M. Omar Bougueroua, vous êtes directeur de l'hydraulique agricole au ministère des Ressources en eau. Et à vos côtés, Mme Nabila Sahnoun, vous êtes directrice de l'industrie alimentaire à la Direction générale du développement de l'investissement au ministère de l'Industrie et des Mines. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Et avant de revenir à vous, je propose de suivre ce compte rendu et on revient juste après. Au fil des siècles, le creuset de toutes les mobilisations nationales depuis l'opposition aux envahisseurs jusqu'à la glorieuse révolution du 1er novembre, en passant par les mouvements de résistance contre le colonialisme français, le président de la République a, dans un message lu en son nom par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, rendu hommage aux familles du monde rural qui ont porté la révolution à bras-le-corps, renforcé ses rangs et enduré avec courage la répression du colonialisme barbare pour la patrie et la liberté. Cette même campagne qui a souffert également des affres du terrorisme abject et des épreuves de la tragédie nationale, a ajouté le chef de l'État qui a rappelé dans ce sillage qu'après toutes ces épreuves, l'Algérie, à la faveur de la concorde civile et à la réconciliation nationale, a pu recouvrer sa stabilité pour mener à bien la reconstruction nationale dans tous les domaines, notamment le secteur névralgique de l'agriculture et du développement rural. Le chef de l'État a d'autre part rappelé que ce secteur a toujours été placé au cœur des priorités de l'État, notamment à travers la loi d'orientation agricole et le programme de soutien financier de l'État à toutes les filières de l'économie agricole ainsi qu'au développement rural lancé en 2009. Le président de la République s'est par ailleurs réjoui des avancées réalisées par l'Algérie en matière de développement agricole, mais a déploré le désintérêt des jeunes pour cette activité et le recours insuffisant aux moyens techniques garantis par l'État. Il a aussi noté avec inquiétude le phénomène du vieillissement dans le milieu agricole et a ainsi appelé à encourager les jeunes à s'intéresser davantage à cette activité lucrative pour les agriculteurs et capitale pour nous tous. Le premier magistrat du pays a par ailleurs fait part de son souhait de consolider l'intégration de l'économie nationale, une intégration dont l'agriculture est partie intégrante et dont elle a grandement besoin. Le président de la République a également souligné que l'économie agricole souffre d'une faible structuration qui expose cette activité fondamentale à la spéculation. Ce problème doit interpeller les acteurs de ce secteur pour accorder davantage d'intérêt à leurs cadres, notamment aux chambres et associations professionnelles, afin de préserver leurs intérêts et permettre à notre société de bénéficier de l'effort des agriculteurs et du fruit de leur labeur, a conclu le chef de l'État. C'était donc les recommandations du chef de l'État lors de l'ouverture des assises nationales consacrées à l'agriculture, dans un message lu par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïb Louh. Le compte rendu était signé Nakhla Al-Oqbi. Et je commence avec vous, professeur Cherif Omari. Donc, depuis l'année 2000, le secteur de l'agriculture a connu une importante révolution grâce aux orientations du président de la République. Cependant, beaucoup reste à faire sur le terrain. Merci. Il faut dire que beaucoup a été fait, notamment, comme vous avez bien dit, à partir de 2000, dans le cadre des programmes de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc il faut dire qu'il y avait le lancement d'un plan national de développement de l'agriculture, PNDA, en 2000, et qui a été encore consolidé en 2009 par une politique de renouveau agricole et rural juste après la promulgation de la loi d'orientation de l'agriculture en août 2008.
Et d'ailleurs, cette loi cadre qui a permis de développer la gouvernance dans le secteur de l'agriculture et la définition des instruments de régulation, et qui a été développé notamment à partir de 2009. D'ailleurs, dans le message de Monsieur le Président de la République aujourd'hui, il insiste pour revenir à ces dispositifs de 2009 dans le plan d'action du gouvernement. Cette année, en 2018, il a pris en charge, en dédoublant le budget du ministère de l'Agriculture, notamment le budget alloué au fonds de soutien et au fonds d'investissement agricole qui est aujourd'hui en train de se mettre en place. Il faut dire que depuis 2000, il y a eu beaucoup de résultats qui ont été réalisés et vous avez vous-même cité en introduction beaucoup de choses, surtout la contribution du secteur dans la création de la richesse, notamment avec la création de l'emploi. Il faut dire qu'aujourd'hui, le secteur, il emploie le quart de la population active. Il contribue majoritairement à la création dans le PIB, donc plus de 2017, c'est 12,3%. Et avec une valeur de production qui est estimée aujourd'hui, à 2017 aussi, à 3060 milliards de dinars, alors qu'elle était de 359 exactement en 2000. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements publics, beaucoup d'interventions publiques aussi, et beaucoup d'efforts de nos agriculteurs, de nos éleveurs, de nos pêcheurs aussi et de nos agents qui valorisent les forêts. Donc aujourd'hui, il y a eu les assises justement pour consolider ce résultat, pour le fructifier. Et c'était une occasion aussi de trouver des éléments de réponse en termes de relance et de consolidation de ces acquis. Quand vous parlez de relance, est-ce que vous sous-entendez que l'agriculture n'est pas aujourd'hui, telle qu'on la conçoit, à sa place réelle, vu son potentiel? Oui, vis-à-vis des potentiels naturels qu'on possède en Algérie, vis-à-vis des marges de progression possibles, qu'on peut les réaliser, malgré les résultats aujourd'hui, malgré la grande dynamique, malgré la production agricole dont vous avez donné des exemples, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que plus de 70% d'approvisionnement du marché national est issu de la production locale. Malgré ça, on peut faire encore mieux si on soutient encore mieux l'agriculture, si on l'accompagne encore mieux, si on mobilise des ressources, par exemple de l'eau encore mieux, plus, et utiliser rationnellement encore mieux. Et si on valorise aussi en aval la production agricole, si on transforme encore plus, parce qu'aujourd'hui, il y a des filières qui commencent à enregistrer des excédents qui ont besoin d'être valorisés et transformés. On enregistre aussi beaucoup de production, notamment au niveau des territoires du Sud qui sont éloignés, donc ils ont besoin d'être bien conservés, bien stockés et bien transportés. Donc tout ça, ça nécessite toute une logistique de froid, de stockage et tout ça, une chaîne. Et c'est pour cela, aujourd'hui, il y a eu pas mal d'interventions des autres secteurs qui accompagnent le secteur de l'agriculture. Et tout ça, ça va consolider notre sécurité alimentaire, on va dire. Alors, un exemple de réussite, c'est l'exemple de Biskra, monsieur Oud Gemari. Je rappelle, vous êtes président de la Chambre de l'agriculture de cette wilaya qui a connu quand même un essor inédit si on la compare avec d'autres wilayas. Oui, la wilaya de Biskra, réellement, on a un grand pas pour le développement, surtout avec le programme du PNDA 2000-2004, les superficies multipliées par 2, la production multipliée par 3 ou 4. Par exemple, par Midati, nous avons avant le programme 2 200 000, pour le moment plus de 4 500 000. Les serres, par exemple, nous avons avant même pas 20 hectares serres, pour le moment plus de 6 000 hectares. Ça, c'est très important. 6 000 hectares en serre. En serre, où chaque jour, il y a beaucoup de développement. Chaque jour, il y a un emplacement, les gens y travaillent. Plus, vous savez, nous avons aussi un peu de céréales, 23 000 hectares, quelque chose comme ça. Mais aussi, nous avons le mouton ou le djellal, vous savez, mondialement, vous connaissez. D'ailleurs, l'occasion, nous avons la fête de mouton de Rasoul Djellal du 27 au 28. C'est une fête, chaque année on organise à Ouled Djellal. C'est un concours, l'objet pour avec les éleveurs, parce que c'est une
D'ailleurs, la race, plus de 60%, mais l'élevage de l'Algérie, c'est une race de la région. D'ailleurs, et combien représente la production agricole à Biskra si on la compare à l'échelle nationale? La wilaya de Biskra, numéro 1 pour le moment. Ou numéro 1, c'est un pôle, on dépasse. Mais qu'est-ce qui a fait que Biskra soit un pôle? Est-ce que c'est par rapport à la bonne utilisation du programme PNDA ou par rapport à d'autres considérations? D'abord, la wilaya de Biskra, c'est une ville, n'est pas loin des grandes villes, parce que la consommation des produits maraîchers, surtout le maraîchage, les grandes villes, d'ailleurs, plus c'est une zone extra-primaire. Par exemple, période du mois d'octobre, novembre, décembre, tous les produits qui sont sur le marché, surtout Alger, c'est de Biskra. C'est un climat spécial. C'est pour ça le développement, chaque jour, il y a développement. Plus, n'oubliez pas, on a surtout le programme PNDA, on a vraiment, les gens travaillent. Peut-être aussi, sont des privés, parce que le privé, il peut prendre la décision. Par rapport à l'investissement privé dans la wilaya? Oui, 99% sont des agriculteurs privés. Voilà, c'est ça. Si vous permettez, je complète avec M. Guémari parce qu'il est très modeste, parce que M. Guémari est en même temps président de la coopérative agricole. Et justement, dans ce développement exceptionnel dans la région de Biskra, la coopérative va jouer un grand rôle, surtout dans l'approvisionnement des intrants des agriculteurs, notamment en plasticulture, matériel agricole, les fertilisants. On a visité cette région et on a vu que la coopérative de Biskra, c'est un modèle de réussite et c'est un vecteur de développement dans la région. Donc c'est un facteur qui explique un peu la réussite de ce pôle agricole, surtout le maraîchage, c'est devenu quelque chose... Et justement, est-ce que vous comptez introduire le modèle de Biskra qui a réussi dans notre modèle agricole? Oui, c'est un modèle de réussite. On a un autre modèle dans l'élevage à Sitif, avec la COPSEL de Sitif, aussi c'est un modèle de réussite. On a un autre modèle aussi de collecte du lait du côté de Sedrata, Fissogharas. Donc il y a des modèles comme ça de réussite. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, dans le message de son Excellence Monsieur le Président, il parle de la structuration des acteurs, l'organisation des acteurs, où justement cette forme d'organisation collective de coopérative, c'est une forme de réussite et ça permet de mutualiser les moyens de production, de réduire les coûts et de maîtriser même dans la mise en marché de leurs produits. Une coopérative forme organisée, et on a vu dans les modèles de réussite même au niveau mondial, la coopérative elle joue un rôle très très important. Disons la forme organisée, même on peut faire des groupements d'intérêt collectifs. Toutes ces formules-là, c'est des formules qui permettent de structurer les acteurs et de les organiser. Et d'autant plus s'ils augmentent leur structuration. Aujourd'hui, on parle de conseil intersectoriel. Et ça, c'est pour essayer d'améliorer aussi l'organisation du secteur avec les autres secteurs partenaires, avec les industriels, avec les commerçants et même avec les consommateurs. Alors, vous me tendez donc une perche pour faire intervenir Mme Nabila Sahnoun, qui, je rappelle, vous êtes directrice de l'industrie alimentaire à la direction générale du développement de l'investissement au sein donc du ministère du développement industriel et technologique. Et technologique. À la division agroalimentaire et industrie manufacturière. Et en parlant de la production agroalimentaire, justement, alors dans le message du président, on parle de l'importance de développer ces structures des acteurs. Et aujourd'hui, par rapport à la surproduction que connaît certains produits, on dit que le développement industriel constitue le maillon faible. Le secteur des industries agroalimentaires, c'est un secteur qui est très important, il est stratégique, névralgique. C'est l'aval par rapport au secteur de l'agriculture, donc c'est l'amont et l'aval. C'est un secteur qui emploie dans les 150 à 156 000 effectifs, travailleurs, 23 000 entreprises, je dirais même 23 000 soldats, parce que c'est des entreprises qui travaillent et qui c'est pas facile tous les jours pour elles. 97% du secteur, des entreprises qui sont actives dans ce secteur, c'est des entreprises privées. Et donc, c'est un secteur qui est demandeur
On attend toujours l'agriculture parce que si vous avez une surproduction, les industriels n'attendent que transformer cette production. Aujourd'hui, on arrive à transformer à peu près, je suis optimiste, 20% de la production agricole. Dans les pays qui sont aux normes internationales, on arrive à transformer à peu près 75%. Qu'est-ce qui empêche l'Algérie d'arriver à... Disons que les mécanismes ont été mis en place par le secteur de l'agriculture. Il y a des actions qui sont structurantes, qui ont été mises en place par le ministère de l'Industrie dans le cadre de la stratégie de développement des industries agroalimentaires que nous avons élaborée en concertation avec tous les acteurs qui sont aujourd'hui autour de cette table. Il y a le commerce aussi, le secteur privé, les écoles de formation, de recherche. Mais la passerelle, elle existe, mais elle n'est pas, disons, vraiment... consolidée, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment cette relation entre l'amont et l'aval, il n'y a pas des... Mais est-ce que vous avez cherché les raisons pour lesquelles... Vous savez, on travaille avec le ministère de l'Agriculture, là je suis contente Je parle par rapport aux investisseurs. Pourquoi il y a cette réticence? Non, je vous cite par exemple, avant de répondre, je vous cite un chiffre. Bon, alors, les industries agroalimentaires représentent, selon l'ANDI, donc l'Agence nationale de développement, 16% des investissements enregistrés entre 2016 et 2017. Oui, aujourd'hui, l'ANDI, on a recensé dans les 1300 projets qui sont dans l'agroalimentaire. Donc, c'est un travail de coordination, de concertation qu'il va falloir vraiment mener. Aujourd'hui, nous avons mis en place un certain nombre d'outils. Nous avons par exemple créé un centre technique des industries agroalimentaires qui est à Boumerdes, qui est d'ailleurs le seul centre technique qui a pour objectif d'accompagner les entreprises, que ce soit dans la transformation, même pour l'agriculture, pour la certification, etc. Nous avons justement pour ce rapprochement entre le monde agricole et le monde industriel mis en place un pôle de compétitivité dans la région de la Métidja. Et donc cet espace de concertation qui a pour objectif de dynamiser le territoire fait participer un certain nombre d'acteurs qui sont issus du monde de la recherche, de la formation, des agriculteurs et des industriels, justement pour débattre de problématiques qui permettent d'augmenter la production et de valoriser cette production locale. Aujourd'hui, on n'intègre pas suffisamment la production locale. Et donc, il faut avoir cet espace de concertation qui aujourd'hui est en train d'être construit. Mais est-ce que c'est un problème, je dirais, qui relève beaucoup plus du ministère de l'Industrie dans l'élaboration de la politique d'investissement, ou c'est un problème du ministère de l'Agriculture, M. Malé? Je dirais que c'est un problème du gouvernement, donc c'est à juste titre, parce qu'il y a quelques liens qu'il faudrait les renforcer entre les différents secteurs, les différents maillons, notamment le secteur de l'agro-industrie, c'est l'aval du secteur de l'agriculture. Et il y a de l'orientation beaucoup plus à mettre en place, en plus de la coordination. Je vous donne un exemple. Dans certaines filières, on est en surcapacité. Parce que l'orientation, les gens se positionnent dans un créneau, par exemple dans les céréales, dans la transformation, dans les minoteries. On est à 300% de nos besoins de capacité installée. Donc vous voyez, c'est des investissements qu'il faut les réorienter ailleurs. Dans la transformation de la pomme de terre, pratiquement on n'en a aucune unité de transformation, sauf quelques petites transformations. Mais qui doit élaborer cette politique, justement? Il y en a 5 unités de transformation. Oui. Mais qui doit élaborer cette politique? C'est les pouvoirs publics, l'orientation des pouvoirs publics, et c'est l'organisation du patronat, ou des investisseurs, ou des opérateurs économiques. Et dans tous les cas, c'est une question de coordination, de rapprochement et d'articulation entre les secteurs. Et ça a été appelé justement à ce titre, les assises, il y a eu des recommandations dans ce sens, notamment un atelier où il y avait nos partenaires de l'industrie notamment, pour travailler sur la valorisation de la production et l'agro-industrie.
et l'agroalimentaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a besoin de l'industrie aussi d'amont. On a besoin de l'agrofourniture, on a besoin des machines, des équipements, des fertilisants. Tout ça, c'est les produits de l'industrie. Donc l'industrie, elle produit pour l'agriculteur. L'agriculteur, c'est un grand consommateur du produit de l'industrie. Et l'industrie de transformation doit absorber les outputs de l'agriculture. Et c'est dans ce sens que le message d'aujourd'hui de son Excellence Monsieur le Président, il parle de l'intégration de l'économie. C'est ça l'intégration de l'économie, ça veut dire... Oui, mais il y a des questions quand même qui sont urgentes, d'autant plus que les agriculteurs dont vous parlez, qui sont en surproduction, bénéficient toujours d'une aide de l'État. Non, non, il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour décourager l'investissement dans des créneaux sûrement saturés, notamment sur la transformation des céréales, et réorienter les investissements, et ça c'est le rôle des agences pour orienter un peu l'investissement vers des créneaux porteurs. On a sur le maraîchage, les transformations du produit de maraîchage, on en a besoin. Le conditionnement des produits, des légumes, on en a besoin. Les capacités de transformation de la tomate industrielle, on en a une vingtaine d'unités qui transforment, mais vu le potentiel agricole aujourd'hui et demain, on aura besoin encore d'augmentation de ces capacités. Vous voyez, donc il y a toujours une demande de valorisation, et c'est des créneaux porteurs pour orienter ces investisseurs, notamment privés, pour les orienter pour eux-mêmes, c'est-à-dire c'est des investissements porteurs, il y a un bon retour d'investissement, et pour le développement du secteur de l'agriculture et de l'industrie. Vous savez, les solutions existent, hein, elles sont à notre portée, et à la portée de tous, que ce soit les agriculteurs ou les transformateurs. Si on instaurait des contrats pour le rapprochement justement entre les agriculteurs et les transformateurs, instaurer des contrats d'exploitation de ces produits sur une durée à moyen et long terme. Vous avez par exemple le fellah, aujourd'hui il vous dit moi je vais cultiver la tomate. S'il ne trouve pas preneur, demain il va changer, il va aller vers la pomme de terre ou un autre produit. Donc pour éviter justement, pour orienter les investissements et pour éviter cette éperdition, parce qu'aujourd'hui on perd beaucoup, on en a vu la tomate, la pomme de terre, le lait, donc il faut aller vers des contrats entre les agriculteurs ou entre l'interprofession et avec les industriels et transformateurs qui sont pour certains déjà organisés autour soit de consortiums qui existent. Nous avons créé dans le cadre, avec l'appui de l'ONUDI, des consortiums d'exportation en industrie agroalimentaire. C'était pas facile parce qu'il fallait l'adhésion volontaire des entreprises pour qu'ils travaillent ensemble et ils mutualisent leurs efforts. C'est le même cas des coopératives qui ne sont pas nombreuses, et le cas de Biskra et de Sétif, c'est un exemple modèle à prendre en charge et à dupliquer. Donc c'est une organisation à mettre en place, que ce soit de la part de l'agriculture, donc des coopératives, des organisations, etc., et de la part des industriels en mettant en place les organisations qu'il faut, plus d'associations professionnelles dans plusieurs filières. Nous n'avons pas suffisamment aujourd'hui des associations professionnelles. Il y en a, mais elles ne sont pas bien structurées. Si on avait des associations professionnelles, par exemple, par branche, dans les viandes, dans les tomates, dans le lait. Mais est-ce que c'est pas lié par rapport au retour d'investissement? Est-ce que ces secteurs sont porteurs quand on compare à ce qui se passait peut-être avant 2017, où il y avait trop d'importations de produits justement agroalimentaires? Est-ce qu'avec cette nouvelle donne, notamment l'interdiction de la production de l'importation de certains produits, cela va changer? Vous savez, il y a des industriels, nous on fait des réunions souvent avec des industriels. Pour certains, ils nous disent tant mieux, parce que ça va nous permettre de produire. Ça va permettre de valoriser notre produit. Oui, pour certains créneaux. Pour d'autres, vous savez, on ne peut pas arrêter les importations. Il y a des importations qu'il va falloir orienter, des importations qui sont intelligentes, des importations dirigées qui seront favorables au redressement et au développement industriel. Donc là où on n'a pas les capacités, on ne peut pas produire. Orienter vers des investissements où on a les capacités, on a un potentiel, de façon à ce que si on importe des inputs qui vont être utilisés dans la transformation, on peut exporter. Si on exporte, on dégage une valeur ajoutée.
et on va vers un développement, une croissance durable. Alors l'un des défis à relever pour le secteur de l'agriculture est en relation, Monsieur Guéroua, direct avec le secteur que vous représentez, en l'occurrence le secteur de l'hydraulique. Alors le ministère de l'Agriculture avait avancé que les superficies irriguées à travers le territoire national passeront à 2 millions d'hectares vers la fin 2018. Contre 1,3 million d'hectares actuellement. Est-ce que nous avons les capacités d'augmenter de 700 000 hectares en une seule année? D'abord. Merci pour la question. Donc j'essaierai un peu de corriger l'objectif, c'est pas 2018. Donc c'est un programme qui est de son Excellence Monsieur le Président de la République. C'est pour atteindre les 2 millions d'hectares dans le moyen terme. À moyen terme, c'est approximativement déjà d'ici 2019, on sera à 82%, 85% de l'objectif réalisé, puisqu'on est déjà à 1 300 000, il y a 325 000 qui sont en cours de réalisation. On va lancer en 2018, en 2019, donc c'est à moyen terme, on atteindra les 2 millions d'hectares. Pour le deuxième volet de la question, donc est-ce qu'on est capable de réaliser cet objectif? L'objectif est réalisable. Comment il est réalisable? Parce qu'on travaille en concertation avec le ministère de l'Agriculture. Donc il y a les deux plans, il y a le plan national de l'eau et le plan national de développement agricole. Ces deux plans, ils ont été superposés et on a monté le programme ensemble selon les potentialités qu'on a en Algérie, que ce soit sur les ressources en sol ou bien les ressources en eau. Donc si je parle des ressources en eau, donc pour nous, le secteur, c'est un secteur accompagnateur du ministère de l'Agriculture. Donc nous, on vient à l'amont. Donc c'est un intrant très important pour la multiplication de la production. Comment on agit au niveau du ministère des Ressources en eau? Donc notre stratégie, c'est un peu créer un environnement sain et un environnement correct pour la production agricole. Comment? Donc, puisque l'Algérie, elle est située dans une zone un peu aride et semi-aride, notre climat, il est je ne dirais pas sec, mais je dirais déjà, il y a des périodes secs, il y a des périodes même humides, mais il est un peu dans le temps et dans la géographie, il est un peu perturbé. Donc, on travaille dans ce sens, c'est pour créer un environnement sain, j'ai dit un environnement sain, donc on s'adapte avec cette situation, avec ce caprice climatique. Comment on fait? Donc, il y a un premier axe, c'est la réalisation des infrastructures de stockage, c'est les barrages. Donc il y a un deuxième axe, c'est la réalisation des grands transferts, c'est pour un peu l'équilibrage territorial. Il y a un troisième axe, c'est les ressources non conventionnelles. Donc, mais permettez-moi de vous interrompre, justement, comme on a pris comme fil conducteur les recommandations du chef de l'État. Alors, justement, concernant l'irrigation, le président a déploré que l'agriculture demeure tributaire de la pluviométrie en dépit d'un grand nombre de barrages qui a été réalisé. Ce que j'ai dit donc, dans la stratégie, c'est pour un peu faire face à cette situation climatique. Pourquoi on a réalisé les barrages, pourquoi on a réalisé les transferts et pourquoi on a réalisé les stations de dessalement. C'est pour faire face à ce manque d'eau qui caractérise le climat où on situe l'Algérie. Donc c'est vrai, donc si on parle par exemple de la céréaliculture, c'est beaucoup plus la céréaliculture qui est emblavée sur 3 500 000 hectares. La majorité de cette superficie, elle est pluviale. Mais il y a un axe de développement avec le ministère de l'Agriculture, c'est pour atteindre 600 000 hectares irrigués en matière de céréales. Pourquoi cet objectif? Actuellement, les céréales en pluvial, la production elle est de 14 quintaux à l'hectare. Si demain on va introduire l'irrigation, donc on a introduit déjà pour une grande partie, les céréales irriguées vont quadrupler en matière de rendement. Donc on passe de 14 quintaux à l'hectare, 50-60 quintaux à l'hectare. Les 600 000 hectares qu'on va réaliser, donc on est déjà à 250 000, et il nous reste 150 000. Avec cette superficie, on peut assurer plus de 50% des besoins en matière de céréales. Donc c'est ça la politique qu'on est en train de mener avec nos collègues en concertation
avec le ministère de l'Agriculture. Mais ici, il y a un grand problème, ou bien un grand chantier qu'on doit travailler ensemble. C'est la typologie de notre agriculture. Qu'est-ce qu'il faut planter? Qu'est-ce qu'il faut planter? Comment utiliser cette eau? Il faut la valoriser. Alors, ça, c'est un gros problème. Donc, on doit travailler sur la valorisation et l'organisation. Parce que la politique qu'on a menée, c'est une politique de rattrapage où on a un peu créé cet environnement avec les grands projets structurants. Donc, on a fait le plein en matière de mobilisation, des grands projets. Donc, on a créé des grands transferts. Donc, on a pris de l'eau des zones pluvieuses, donc si je parle d'Idjel, je parle de Bdjaya, et on est parti vers les hauts plateaux. Donc on a un peu assuré une certaine disponibilité au niveau de... Là où l'eau manque, oui. Mais maintenant, on doit travailler sur ce volet. Si je dirais par exemple, actuellement, l'agriculture algérienne, elle est à 80% individuelle. Donc on ne peut pas... Donc il y a en quelque sorte une perte en matière d'effort. Donc on doit, comme l'a dit M. Omari, donc on doit... Donc une gestion intégrée de l'agriculture. Oui. L'amont et l'aval. L'amont et l'aval. Donc si je parle par exemple de l'économie aussi, donc on a fait un grand effort. Si je fais 2000 à 2017, c'est vrai, on était à 2% en matière d'économie d'eau. Actuellement, on est à 50%. Mais 50%, donc c'est une proportion un peu... Donc on doit travailler sur les 50% qui restent. Mais ici aussi, on a un autre problème, donc avec nos collègues au niveau de l'industrie, qu'on doit mettre en synergie, c'est pour un peu mettre dans le marché les systèmes économisateurs d'eau. Actuellement, le marché, il y a un manque en matière de production nationale, en matière des systèmes d'irrigation. Voilà, donc c'est très intégré comme démarche. Il faut rappeler que le chiffre les années 2000, on était à 350 000 hectares. On irriguait actuellement. Aujourd'hui, on est à, selon le ministre, aujourd'hui, il a déclaré 1 320 000 hectares. 1 300 plus d'1 300 000 hectares. Ça, c'est un effort très important qu'il faut le souligner avec ces infrastructures comme ça vient d'être rappelé par ces Bougrois. Maintenant, on est en train de travailler pour fructifier cet acquis, ces investissements, et justement pour bien utiliser d'une manière rationnelle, en introduisant beaucoup plus les systèmes économiseurs d'eau. Et comme il vient d'être rappelé, aujourd'hui, on a 50% de superficie qui utilisent ces systèmes modernes qui économisent l'eau. Et aujourd'hui, la démarche du gouvernement et notamment du ministère de l'Agriculture, c'est de généraliser l'usage de ces outils, de ces équipements. Et d'autant plus, ça c'est un créneau, c'est un appel à nos amis les industriels pour nous fournir, pour ne pas importer tout de l'étranger, parce qu'on a la capacité, on a le savoir-faire. Là aussi, on a besoin d'avoir beaucoup d'équipements de ces systèmes économiseurs d'eau. Et d'ailleurs, on est en train de soutenir à travers les fonds de soutien pour essayer de rationaliser l'utilisation de l'eau. Et puis même ces systèmes économiseurs d'eau nous permettent d'améliorer la performance de nos productions. Donc ça joue sur les rendements, la productivité. Et donc la question d'eau, c'est un élément central. Pour la céréaliculture aussi, on a beaucoup de programmes de développement de la céréaliculture, notamment dans le programme de son Excellence le Président de la République pour atteindre à échéance 2 millions d'hectares. On travaille sur 600 000 rien que pour les céréales. En plus, on a d'autres surfaces pour les grandes cultures, pour les fourrages et les légumes secs. Et au sud aussi, dans le cadre de la mise en valeur, aujourd'hui, on est en train de travailler sur l'irrigation totale. Et pour améliorer la performance et atteindre, aujourd'hui, on fait du 70, du 80 quintaux à l'hectare pour les céréales, dans les régions du sud, à Biskra ou à Adrar. Mais est-ce que cette économie d'eau ne doit pas être en relation avec ce que disait tout à l'heure M. Guéroua, la qualité ou plutôt le type de culture qu'on fait? Ah, bien sûr, c'est très lié. On doit rentabiliser l'utilisation de l'eau parce que c'est une ressource rare. Est-ce qu'il y a une politique bien précise? Oui. Il y a des filières stratégiques orientées qui bénéficient de la priorité du ministère de l'Agriculture, des filières qui sont arrêtées, qui ont l'avantage d'être soutenues, où l'eau est mobilisée prioritairement. Donc, entre la pastèque et la pomme de terre, la question ne se pose pas, ou la tomate industrielle, donc c'est clair dans le domaine des maraîchages. Et donc, on veille pour utiliser à bon escient cette ressource rare. Et justement, c'est pour optimiser un peu l'usage dans les régions avec des espèces adaptées, notamment là où on peut mettre aussi des plantations rustiques qui consomment moins d'eau, des variétés aussi adaptées rustiques qui consomment moins d'eau. Donc, il y a un travail qui est en train de se faire. Et là, on ouvre une autre parenthèse, c'est la recherche, c'est l'innovation. Là, il y a
beaucoup de choses à faire dans ce sens-là pour faire adapter nos ressources biologiques, adapter les semences et adapter les espèces ou les variétés. Nos spécificités qui consomment moins d'eau et qui s'adaptent beaucoup à nos régions arides et semi-arides, et notamment avec les changements climatiques actuellement. Il y a un grand travail d'adaptation de notre système de production qui est en train de se faire. Alors justement, Monsieur Guemmari, en parlant d'adaptation aux conditions climatiques, Biskra est, disons, une région saharienne, aux portes du désert, ce qui sous-entend un manque d'eau. Est-ce que Biskra, ou comment fait Biskra pour s'adapter à cette situation? Est-ce qu'il y a des problèmes d'irrigation dans la wilaya de Biskra? Avant le programme de PNDA, l'irrigation traditionnelle, voilà, c'est ça. Mais avec le programme PNDA, les gens, ils ont pris beaucoup de choses. Par exemple, pour le moment, toute l'irrigation, c'est une nouvelle plantation, toute goutte à goutte. Sauf les anciens palmitatifs, un peu sur le céréal aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup nous avons 23 000, mais pour le moment, avec les PO. C'est vrai, nous avons aussi la région de Ouled-Djellal, nous avons beaucoup de problèmes. D'ailleurs, les collègues de l'hydraulique, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons quand même 390 000 palmidatis, ils souffrent parce que c'est une région où vraiment nous avons beaucoup de problèmes, oui. Pour le moment, les gens utilisent l'irrigation goutte à goutte. Parce que il est moins cher parce que l'électricité, tous les pompages, etc., il est moins cher. Plus de ça, il est efficace parce qu'on utilise les engrais liquides, etc. Il est très, très efficace. C'est pour ça, même pour l'extension, parce que la wilaya de Biskra, nous avons plus de, même pas 20% de la superficie de la wilaya à cause de problèmes de l'eau. Justement, qui ne peut pas être irrigué ou n'a pas les moyens de... l'eau, mais même à 15, parce que, sauf avec les grands projets de l'Albien, parce que... Alors, justement, on va poser la question, monsieur... Comme vous avez dit, parce que c'est un pôle agricole qui a émergé dans un laps de temps qui est un peu réduit. Donc si je parle de 2000 à 2017, on est passé... C'est plus rapide que le département d'hydraulique. Non, c'est pas plus rapide que le département d'hydraulique. Non. La spécificité de Sud, il y a deux nappes. Il y a une nappe facilement mobilisable, il y a une deuxième nappe, elle est difficilement mobilisable. Ils ont travaillé sur la première nappe, et comme le développement a été vraiment extensif, donc il y a eu un rabattement de cette première nappe. Donc on doit passer à la deuxième nappe. Et la deuxième nappe, elle se situe à 2 km au 2000 mètres. Donc c'est pour la mobiliser, même les agriculteurs, ils ont un peu des problèmes sur le plan. Donc l'État a intervenu et elle continue d'intervenir pour aider les agriculteurs. Au niveau de Biskra, je donne l'exemple, déjà il y a 12 forages albiens qui sont réalisés par l'État qui vont être donnés aux agriculteurs pour renforcer ces palmeries. Et il y a un nouveau programme qui a été décidé au gouvernement dernièrement. Il y a 10 forages albiens qui seront réalisés dans 8 communes au niveau de Biskra. Ils seront donnés aux agriculteurs. Ils seront gérés collectivement. Donc on va mettre un établissement, une entreprise qui va gérer ces forages parce qu'ils sont un peu spécifiques. Je parle de 2 km de fonçage avec des technicités. Donc ça nécessite un peu de... Une technicité pour les gérer et même pour les pérenniser. Sinon, les agriculteurs ne peuvent pas faire tout seuls. Donc, il y a une prise en charge de la problématique qui a été posée par notre collègue Sim Saoud. Donc, il y a un premier programme qui est réalisé. Donc, on est en train de faire l'amener d'eau. C'est pour amener l'eau jusqu'aux palmeries. Et il y a un deuxième programme qui sera lancé incessamment. Donc les procédures, on va réaliser des forages au niveau de Biskra. Justement, on a la région de Ouled-Djellal et la région de Zrib Loued, de Al-Faïd, etc. Des terrains, des milliers d'hectares. Le problème c'est l'eau. C'est très bien le problème de l'eau, parce que vraiment
C'est pour un le besoin moment urgent. C'est un besoin oui, urgent. nous avons des la faire régions où fructifier. la lampe al-hamra sha'alat, comme on dit. Nous avons Le message est lancé. c'est ça. Donc ce problème est pris en charge. Oui, oui. Donc même le gouvernement, il a adhéré, donc il nous a donné déjà les financements sont débloqués. On est en train de... Allez-y. Parce que nous, on est واجدين pour l'exportation, parce que nous avons des produits à peu près, on dit naturels à peu près, parce qu'on n'utilise pas beaucoup de produits phytosanitaires. Plus de ça, c'est un produit primaire. Et le prix de revient, surtout avec le dinar, on peut exporter. D'ailleurs, on a fait des expériences avec l'Air Algérie. Parmi ces produits, vous pouvez citer un type? Sous serre, nous avons tomates, piments, concombres, aubergines, cantaloupe, pastèque, tous les produits maraîchers. Donc la wilaya de Biskra, elle est leader en matière de plasticulture. Donc elle a dépassé les régions du Nord. Et on reviendra qu'elle a besoin d'eau aussi. De l'eau, on est sûr, donc on est en train de... Voilà. Il y a d'autres usages d'eau. Je pense que justement au sud de Biskra, il y a de l'eau chaude aussi à travers la géothermie. On peut utiliser aussi un travail, un chantier de valoriser cette ressource d'eau. Et puis on avait vu dans une visite aussi, il y a des jeunes qui font de l'innovation là-bas dans l'élevage aquaculture. Ils utilisent de l'aquaponie, donc c'est de l'eau qui est recyclée, qui est utilisée. Et puis il y a les eaux non conventionnelles que vous êtes en train de développer pour réutiliser toute l'eau. Les eaux usées qui sont recyclées, sont réutilisées, sont réinvesties. Là aussi, c'est une source d'irrigation très intéressante que le ministère de l'Agriculture et le ministère des Ressources en eau. Il faut saluer aujourd'hui le niveau et la qualité de coordination qui existe entre les deux secteurs, avec même le secteur de l'industrie. Récemment, il y a eu une réunion avec les deux ministres qui s'est déclinée au niveau régional pour aller vers les localités et maîtriser les interventions des deux secteurs, parce que généralement, c'est des problématiques beaucoup plus locales qui se jouent au niveau du wilaya, et c'est pour cela les deux secteurs aujourd'hui, ils veillent pour améliorer cette coordination et optimiser les interventions des deux secteurs et pour trouver des éléments de réponse à la mobilisation de cette ressource l'eau, notamment dans des situations régionales qui existent avec des particularités locales. Parce que je répondais même, c'est ce qu'il a dit, M. Chérifa Omar, et j'ai dit que les projets structurants, ils sont là. Donc on est en train de travailler dans le sens d'organisation et de valorisation de ce qui existe. Il a parlé des eaux non conventionnelles, c'est les eaux usées épurées, on a un grand potentiel qui est là, donc on a 400 millions de mètres cubes. Donc on va les valoriser ensemble et même des expériences qui sont réussies, donc on peut les dupliquer. Oui. Donc il y a aussi un deuxième volet, on a les petits ouvrages de mobilisation. Donc c'est les retenues culinaires et les petits barrages. On a un grand parc qui dépasse les 500 ouvrages. Oui. Ils sont en train d'être gérés. Donc actuellement, mais une gestion un peu archaïque, on est en train de travailler, c'est pour organiser et pour pérenniser et valoriser au mieux cette ressource. Et je reviens aussi au sud, donc il y a une attention particulière pour le sud, surtout au niveau de Biskra, El Oued, Ouergla et même Gardaya. On a monté un programme. Alors, je vous pose la question directement. Oui. Si on estime peut-être dans le temps, en combien de temps le problème de Biskra par exemple, peut être réglé? On est au-dessus. Donc il y a une partie qui sera réglée incessamment, donc avec la mise en service des forages déjà réalisés, donc on va les amener. Et l'autre programme, dans 10 mois, donc 8 mois, 10 mois, ils seront déjà... Donc au courant de l'année 2018. Oui. Alors l'un des problèmes, peut-être l'un des segments importants en relation avec le secteur de l'agriculture, c'est l'industrie toujours et la mécanisation de l'agriculture dont souffre l'Algérie. On dit que nous n'utilisons pas les techniques les plus modernes utilisées ailleurs dans le monde. Exactement, c'est le problème qui revient à chaque fois. Dans le cadre justement du projet qu'on est en train de mener pour la mise en place de ce pôle à la Metidja, nous avons avec nous des présidents d'exploitation agricole, des jeunes qui sont très dynamiques d'un niveau
Vraiment, moi j'étais vraiment impressionnée par ça. Je pensais qu'un agriculteur, il n'avait pas cette relation avec l'éthique, ou il appréhendait cette relation avec l'éthique. Mais non. Donc il y a beaucoup d'exploitations agricoles, des agriculteurs qui ont une connaissance par rapport aux technologies de l'information robotique. Et ça, c'est très important. Mais ça reste que le niveau de mécanisation, il est en deçà par rapport à ce qui se fait à l'international, parce que on reste toujours sur un équipement archaïque, des méthodes et des procédés qui ne sont pas... et ça, c'est par rapport aux moyens, ou c'est par rapport c'est par rapport à la culture? C'est par rapport à la culture. C'est en train de changer. Donc la culture, elle est en train de changer, mais il va falloir vraiment faire un travail par rapport à ça. Je vous ai dit, au niveau du pôle, il y a déjà eu une action qui va se faire avec les agriculteurs par ces exploitants qui ont donc ces capacités au niveau technologique, etc., pour sensibiliser, pour former, pour amener les agriculteurs à utiliser des procédés technologiques et des équipements adéquats. Alors, pour résumer un peu ce que vient de dire Mme Nabila Sahnoun, cela me rappelle un peu ce que disait tout à l'heure le Premier ministre lors des assises. Il faut une révolution dans les mentalités. Ah oui, exactement, oui. Ça c'est primordial. Si on veut moderniser les systèmes de production, on devrait intégrer les innovations et les technologies, notamment la mécanisation. Oui. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par l'État, par les pouvoirs publics, et il y a eu beaucoup de fonds qui ont été mobilisés pour soutenir le matériel agricole. Et il faut rappeler que même notre industrie mécanique, surtout de l'agriculture, en ce qui concerne la production des moissonneuses-batteuses, voilà, des tracteurs. Oui, il y a beaucoup de partenariats. On a une industrie très importante, oui. et une industrie très développée, et d'ailleurs qui travaille dans le cadre des partenariats très intéressants. C'est des partenariats étrangers. Aujourd'hui, on a des moissonneuses-batteuses qui sont soutenues par les pouvoirs publics. Il y a des fonds qui sont mobilisés, ils sont fortement soutenus, jusqu'à 70% pour les moissonneuses-batteuses. Donc tout ça, c'est pour encourager l'acquisition de ce matériel et d'accélérer la mécanisation de nos systèmes de culture, de nos systèmes de production. Ça. Et aujourd'hui, on travaille avec l'entreprise PA Maté, c'est une grande entreprise nationale, et qui est en train de donner des éléments de réponse. Et on est en train de travailler aussi dans la spécialisation, dans l'adaptation du type de matériel, parce que chaque culture, chaque filière a son propre matériel qui est demandé. Donc pour la céréaliculture, aujourd'hui, on n'a pas de problème. Le parc, il est bien doté en moissonneuses-batteuses. Pour les tracteurs, on est en train de travailler aussi, selon les demandes, des investissements, notamment dans le sud ou dans les hauts plateaux, où on demande des tracteurs à une puissance très élevée. Et dans des zones de montagne, peut-être une motorisation très légère, très adaptée. Donc, vous voyez, donc ça se fait adapter. Mais grosso modo, le système de mécanisation, il est en train de bien fonctionner. On va essayer de le consolider encore plus avec nos partenaires de l'industrie, sachant qu'aujourd'hui, le gouvernement, il a mis le paquet, donc il y a le soutien qu'il faut. Donc, on est en train de faciliter cette acquisition auprès de nos agriculteurs. Et d'autant plus qu'on encourage aussi les formes d'utilisation collective. Parce qu'une moissonneuse-batteuse, ça ne travaille pas tout le temps. Oui, et donc, c'est pas aussi. On n'amortit pas l'usage d'une moissonneuse-batteuse dans une petite exploitation. Donc, on peut l'utiliser dans une coopérative ou dans une forme collective pour essayer d'optimiser son usage et mutualiser. Et c'est de ça qu'on parle des coopératives. Parce que, d'ailleurs, même les systèmes de coopératives et les formes collectives, ils sont très favorisés dans le soutien. Il y a toujours une faveur dans les formes collectives pour encourager les agriculteurs à acquérir ensemble ce matériel agricole, surtout quand il s'agit d'un matériel très important qui coûte beaucoup. Par exemple, dans la filière tomate industrielle, aujourd'hui, on veut travailler avec des planteuses, des récolteuses, des arracheuses, parce qu'on est en train de moderniser les systèmes de culture de la tomate industrielle avec l'utilisation des plants à motte, avec ce qu'on appelle des pépinières très innovantes. Et ça existe aujourd'hui, notamment à l'Est. Et tout ce paquet
technologique, il lui faut une mécanisation très adaptée qu'on est en train de soutenir pour élever le niveau de la performance et la productivité surtout. Ça veut dire faire tirer le maximum d'un hectare en utilisant moins d'eau possible. Donc c'est ça, optimiser les ressources naturelles, et on optimise avec l'intégration des innovations et de la technologie à travers la mécanisation. C'est un des éléments de la technologie. Oui, c'est pour ça aujourd'hui, si on veut avoir une production industrielle, enfin une production agricole proprement dite, qui pourrait être absorbée d'une part par l'industrie, par les transformateurs, donc il va falloir agir sur la mécanisation, sur la concertation, l'organisation des acteurs, par les coopératives, donc pour mutualiser les efforts, et l'utilité aussi d'aller vers l'innovation et donc la recherche. Et c'est ça les passerelles à mettre en place, mais ces passerelles, on ne pourrait pas les mettre en place d'une façon solide et continue si on ne met pas en place aussi des organisations fortes pour dynamiser des territoires, tels que des pôles, des clusters, des consortiums, qui constituent une véritable force de proposition aussi, hein, parce que des fois, vous avez des industriels qui viennent ou des agriculteurs avec des problèmes. Si vous avez une organisation qui est forte, qui vient avec une problématique, ils sont plus écoutés que quand c'est individuel. Donc il y a un impact par rapport aux décisions et aux orientations qu'il va falloir prendre, donc, et aussi réagir rapidement pour trouver les solutions idoines. Rapidement, pour passer à un autre point. C'est un ajout. Donc, Monsieur le Premier ministre, il a bien parlé, donc il faut agir sur les mentalités. Comme j'ai dit déjà au début, la typologie de l'agriculture, c'est 80% individuel, donc on ne peut pas valoriser les moyens qu'on a. Juste pour les ressources en eau, si on va travailler sur l'économie d'eau et l'utilisation collective de cette ressource. Parce qu'il y a beaucoup de pertes sans tirer profit de cette ressource. Donc il y a une surconsommation de cette ressource. Même si je parle de Beskra, on n'est pas au top en matière d'économie d'eau. Donc il y a un effort à faire là. Donc si on va travailler sur ça, on peut gagner sur l'actuel environ 300 000 hectares sans avoir beaucoup de financement. Donc une organisation avec l'économie d'eau, donc on peut avoir les 300 000 hectares. Des ressources. Alors l'un des problèmes majeurs dont souffre aujourd'hui le secteur agricole est en relation avec la disponibilité de la main-d'œuvre. On dit que les jeunes Algériens, vous qui êtes donc, M. Adghemari, directement impliqué dans sur le terrain, vous constatez aujourd'hui que le jeune Algérien ne s'implique pas suffisamment dans l'agriculture. C'est vrai, nous avons un grand problème pour la main-d'œuvre, surtout à Biskra, surtout par exemple sur le palmidati, des gens spécialisés. C'est pas facile parce que avant les pères, les Waldin avec les Kamikhnou, mais les gens pour le moment, ils ont étudié dans l'université, etc. Ils ne veulent pas. Bon, il faut, dans ce secteur, il faut une mécanisation, surtout pour le palmidati. Parce que... Est-ce que la mécanisation est une solution à un problème dans une wilaya qui, comme toutes les wilayas, souffre d'un problème de chômage? Nous sommes obligés. Moi, je suis un agriculteur, je dois travailler. Comme nous avons avant le problème de tomate industrielle, beaucoup de problèmes. Ils ont importé les machines, les planteuses, la récolte. Pour le moment, la superficie qui est en même temps. Ils ne souffrent pas les unités, les agriculteurs d'abord, plus les unités de conditionnement, de transformation. Nous sommes obligés de passer parce qu'avec la machine, pour avoir le rendement, qualité et prix, nous sommes obligés de passer le deuxième pas parce que la mécanisation. Nous sommes obligés de, sinon on ne peut pas نكملوا la superficie, l'objectif, etc. هذا هو البروبليم اللي كاين. Nous sommes obligés de passer l'autre. Par exemple, كنا نقصروا على l'irrigation goutte à goutte. Avant, peut-être 2-3 hectares, il faut 2 bonhommes pour l'irrigation. Pour le moment, avec le système, il peut يسقي حتى 20-30 hectares avec des robinets, etc.
C'est ça la technologie, c'est ça pour avoir le rendement, qualité aussi, parce qu'avec le goutte à goutte, on utilise des engrais, on utilise des produits phytosanitaires, le goutteur. Avant, avec la machine, avec l'appareil, etc. Voilà l'avantage. Aussi, pour avant, on a dit, par exemple, parmi Dati, nous avons 2 millions et quelques, pour le moment plus de 4 millions, 5 millions. Chaque jour, il y a une nouvelle plantation. Avant, pour planter, يجي خدام يحفر هذاك 2 mètres sur 2 mètres, il y a 2 jours. Avec, pour le moment, avec la machine, il peut dire 20, 30. C'est ça l'avantage de la mécanisation. C'est ça l'avantage de la mécanisation. Sinon, on ne peut pas aller. Je crois que la mécanisation, à l'heure actuelle, elle ne pose pas problème au niveau de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre qui manque, c'est une main-d'œuvre qualifiée. Et même, il y a un manque d'intérêt pour les justement, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi pas la mécanisation qui va gêner le... Alors, il y a un manque d'intérêt, il y a un attrait des autres secteurs, les services ou d'autres activités, peut-être sont plus rémunérateurs. Et puis, il y a ce qui fait, il y a une question culturelle aussi. Il y a un cliché qui dévalorise un peu le travail de l'agriculteur. Parce que dans la société, on a toujours l'image d'un agriculteur qui est arriéré, qui est en dehors de la civilisation, alors que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on a affaire à des agriculteurs qui sont majoritairement instruits, c'est des ingénieurs, c'est des vétérinaires qui voyagent, qui font les foires et qui intègrent de nouvelles technologies. On est en train de le voir. À Biskra même, hier, j'en ai vu un agriculteur, un jeune porteur de projet qui était dans l'atelier de valorisation. Il nous expliquait sur son système innovant qui utilise l'éthique avec une agriculture de précision, avec une agriculture intelligente. Donc c'est l'agriculture moderne de demain. Donc il y a des jeunes aussi qui intègrent ces technologies. Et aujourd'hui on a parlé dans le discours de la journée, Monsieur le Premier ministre, il a parlé aussi des jeunes diplômés. Il y a beaucoup de jeunes qui sont formés par les universités, par les centres de formation professionnelle. Donc là, il faut trouver des éléments de réponse pour les intégrer dans cette dynamique. Ils sont porteurs d'innovation, ils sont vecteurs de développement. Donc il faut qu'on trouve les moyens de synergie avec les universités, les formations, l'appareil de formation. Pour les intégrer dans cette dynamique et former aussi utile. J'ai une petite expérience, peut-être je peux vous rapidement, il ne nous reste pas de temps. Moi je viens de l'école supérieure d'agronomie, il y a une expérience très intéressante là-bas, ce qu'on appelle la formation ingénieur-entreprendre. Nos ingénieurs, on est en train de les entreprises, leur apprendre la culture de l'entreprise, de les préparer pour porter les projets à l'entrepreneuriat. Ça, je pense, c'est deux modèles qu'il faut. Quand ils vont sortir, ces jeunes, ils peuvent porter des projets, peuvent réaliser des projets qui intègrent la dynamique de... Et ils sont créateurs de valeur et de richesse. Voilà. Merci, professeur Cherif Omari. Je rappelle, vous êtes directeur de la régulation et du développement de la production agricole au sein du ministère de l'Agriculture. Merci chez vous également, monsieur Msaoud Guemmari. Vous êtes président de la Chambre de l'agriculture de la wilaya de Biskra. Merci à vous également, monsieur Omar Bougueroua. Donc, vous êtes directeur de l'hydraulique agricole au ministère des Ressources en eau. Et merci à vous également, madame Nabila Sahnoun, directrice de l'industrie alimentaire et de la technologie. Donc, si je ne me trompe pas bien, si je ne me trompe pas, au sein du ministère de l'Industrie et des Mines. Merci d'avoir été parmi nous ce soir pour tous ces éclairages. Merci à vous également, madame, monsieur, de nous avoir suivis. En espérant vous retrouver la semaine prochaine, vous dire au revoir et à bientôt.